Donc bonjour Éloi Laurent, Bonjour. un grand merci d'avoir accepté de venir pour cette première audition sur le Green New Deal. Donc vous êtes économiste. Je vais vous laisser d'abord prendre la parole. Vous êtes aussi auteur de nombreux livres que je ne vais pas tous citer. Je vais vous laisser d'abord prendre la parole et puis après on aura un échange autour de ce que vous nous direz. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je suis très content d'être là sur ce sujet en particulier. Donc en effet, je suis économiste en France, aux États-Unis. Donc du coup, je suis en fait depuis maintenant le début de l'année ce qui se passe aux États-Unis sur le Green New Deal, puisque c'est quand même là que les choses ont commencé. D'abord, donc je voudrais vous proposer rapidement une petite perspective historique sur ce qu'a été le New Deal et sur ce qu'est le Green New Deal pour mettre en contraste en fait ces deux projets avec ce qui est proposé au niveau européen aujourd'hui. Le New Deal, c'est-à-dire le programme de politique sociale mis en place par Franklin Delano Roosevelt dans les années 30, au cœur de la Grande Dépression américaine, à partir de 1932, en fait, n'a jamais n'a jamais tendu à augmenter la croissance. Jamais. L'objectif de FDR, c'était, on l'a su puisqu'il a donné des discours pour sa réélection en 1936, où il a tenté d'expliquer ce qu'il voulait faire avec le New Deal. Et ce qu'il voulait faire, disait-il, c'était restaurer la démocratie américaine. Et le grand objectif du New Deal, c'était de restaurer la démocratie américaine et c'était la paix. C'était pas du tout la croissance. D'ailleurs, le PIB n'existait pas à ce moment-là, donc c'est aussi simple que ça, puisque 1932, c'est le moment où Simon Kuznets met au point, à la demande du Congrès américain, la première maquette du PIB. Donc en fait, l'idée selon laquelle le New Deal est un grand programme pour augmenter la croissance économique est totalement faux. C'est un programme avant tout de justice sociale et l'objectif fondamental de FDR, c'était la justice sociale et même la restauration de la démocratie américaine, parce que tout simplement, il s'est rendu compte que le capitalisme américain était en train de détruire la démocratie américaine. Et si vous regardez ce que dit FDR sur le taux de chômage, il en parle comme de la plus grande folie morale de notre temps, parce qu'il y a 25% de chômage et que c'est en train tout simplement de menacer la démocratie et plus seulement les conditions de vie. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. Et donc ce qu'il y avait de new, ce qui était new dans le New Deal de l'époque, c'était de considérer que les États-Unis allaient enfin faire de la politique sociale, c'est-à-dire mettre en place les premiers jalons de l'État-providence que l'Europe avait fait 50 ans avant, puisque les premières lois sur l'État-providence en Europe, c'est 1883 avec Bismarck, et donc les États-Unis avaient un train de retard très très important, 50 ans de retard là-dessus. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est à la remorque des États-Unis. Et alors, la mise en parallèle Europe-États-Unis est assez fascinante. Maintenant, si on accélère le temps et qu'on se projette au début de l'année avec la proposition d'Alexandria Ocasio-Cortez qui donc propose le Green New Deal. Petite proposition de loi en termes de volume, une quinzaine de pages. À aucun moment n'est évoqué l'objectif de croissance. À aucun moment. L'objectif fondamental, c'est à nouveau la justice sociale et c'est la réduction des inégalités. Alexandria Ocasio-Cortez dit que ce qui est en train de tuer littéralement, de faire s'effondrer la société américaine, c'est ce qu'elle appelle les inégalités systémiques, qui sont à la fois sociales et environnementales. Donc vous avez une lecture sociale écologique dans le Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez qui consiste à dire que, il faut arriver à combiner les politiques sociales et les politiques environnementales parce que toutes les questions écologiques sont des questions sociales et que la réciproque est vraie. Et ce dont elle parle, c'est les frontline communities, donc les sentinelles écologiques qui subissent les premiers impacts du changement climatique, toutes les communautés défavorisées qui subissent la pollution de l'air parce qu'elles habitent dans des zones défavorisées, qui ont la double peine sociale et environnementale, etc. Donc c'est très important de voir que les deux projets historiques à la fois de New Deal et de Green New Deal ont comme objectif fondamental la justice sociale. Pourquoi est-ce que je commence par ça ? Parce que si vous regardez la proposition qui a été déposée mercredi par la nouvelle commission par von der Leyen, on nous dit que le Green New Deal qui n'est plus new, qui est juste un Green Deal, et ce n'est pas du tout un hasard, est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne. C'est-à-dire que absolument tout le projet est placé sous l'égide de la croissance et absolument tout le projet européen est placé sous l'égide de l'efficacité économique, pas de la justice sociale. Et donc vous avez un chassé-croisé complètement incroyable du point de vue historique entre les États-Unis et l'Europe, où les États-Unis mettent en avant la question de la justice sociale et l'Europe met en avant la question de l'efficacité économique et en particulier de la croissance. Et vous avez trois concepts majeurs. Bon, d'abord, vous avez un premier problème avec cette proposition von der Leyen qui est
les objectifs climatiques qu'elle se donne. Elle dit, la proposition, ben voilà, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est un concept déjà problématique, il faut baisser les émissions de 55%. Déjà, la neutralité carbone, il faut demander ça à des gens qui sont spécialistes du climat, mais moi qui suis simplement économiste de l'environnement, ça me pose un problème parce que ce n'est pas la réduction nette des émissions, c'est le fait qu'on utilise les émissions dites négatives pour arriver à la neutralité carbone, y compris donc la capture et le stockage du carbone, y compris toutes les technologies d'émissions négatives qui pourraient, pourquoi pas la géo-ingénierie, etc. Donc ça n'exclut en fait rien, et c'est déjà en soi, cet objectif de neutralité carbone à 2050 est problématique. Ensuite, la proposition dit on va réduire les émissions de 55 à 60% d'ici à 2030. Donc elle rehausse l'objectif qui était de 40% à 2030 et le remet à 55-60% parce que c'est l'objectif compatible avec une trajectoire de baisse de 80% à 2050. Ce qui était attendu par plein de monde. Le problème, c'est que l'Agence européenne de l'environnement vient de montrer qu'on ne va déjà pas atteindre l'objectif de moins 40%. Donc là, on a quelque chose de typique des stratégies de transition écologique qui consiste, à mesure qu'on rate les objectifs, à rehausser les ambitions. Et donc, puisqu'on va rater 40%, on va dire qu'on va faire 55%. Ce qui est effectivement tout le problème des modèles climatiques, c'est que plus on met de temps à atteindre les objectifs, et plus il faut rehausser les cibles. Ce qui, finalement, à la fin, devient totalement absurde, puisqu'on peut imaginer que la veille du jour où il faut atteindre les cibles, on dise qu'il faut faire 100% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, donc, en fait, il y a quelque chose déjà de problématique dans les objectifs climatiques. Ensuite, il y a 3 concepts qui sont au cœur de la proposition von der Leyen, qui sont des concepts d'efficacité économique qu'il faut vraiment déconstruire. Le concept de croissance inclusive, le concept de découplage et le concept d'économie circulaire. Donc, la croissance inclusive, donc von der Leyen dit c'est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne, ce Green Deal. Donc, il n'est plus new. Pourquoi il n'est plus new? Parce qu'en fait, il n'y a plus l'élément d'inégalité et de justice sociale. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette disparition du nouveau. C'est juste donc l'ancien, c'est-à-dire on fait de la croissance et on fait de la croissance verte. Bon. Donc c'est juste un Green Deal au sens où c'est un pacte pour la croissance, fondamentalement. Donc la croissance inclusive, c'est un oxymore parce que la croissance ne mesure pas les inégalités. Donc, l'idée selon laquelle on peut faire augmenter la croissance et baisser les inégalités en même temps, ce n'est pas possible, il faut se donner des objectifs de réduction d'inégalités. Si vous vous donnez comme objectif d'augmenter la croissance, fondamentalement, vous ne pouvez pas en même temps faire qu'elle soit inclusive. Ce n'est pas possible parce que augmenter le PIB ne permet en aucune façon de mesurer les inégalités. Ni les inégalités ici et maintenant, ni les inégalités futures, type changement climatique, etc. Donc cette idée de croissance inclusive est complètement problématique. Le deuxième concept qui est au cœur de la proposition, c'est le concept de découplage. Bon, là, il faut être un petit peu précis, c'est un peu technique, mais c'est important. Parce que c'est vraiment l'armature intellectuelle de cette proposition, c'est ces concepts d'efficacité économique. Une fois de plus, tous les concepts de justice sociale, donc inégalité environnementale, etc., sont complètement laissés de côté et on se concentre sur l'efficacité économique. Le découplage, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle vous pouvez augmenter votre croissance et vous pouvez baisser simultanément vos émissions de CO2. Donc soit vous prenez un indicateur de dommage environnemental, type émission de CO2 ou pollution, soit vous prenez un indicateur de consommation de ressources naturelles. Et vous montrez que, ou vous prétendez que si vous augmentez votre PIB, vous pouvez simultanément baisser les émissions de CO2 ou baisser la consommation des ressources naturelles. C'est ça l'idée de croissance verte. Donc croissance découplée, au sens où on a réussi à découpler la croissance économique. Alors évidemment, il y a énormément de problèmes avec cette idée. Le premier problème, c'est que le PIB, n'étant pas un indicateur de bien-être, ne mesurant pas le bien-être humain, en fait, on se moque totalement du fait de savoir s'il croît ou s'il ne croît pas. Ça nous est complètement égal qu'il croisse s'il n'augmente pas le développement humain et s'il n'augmente pas la soutenabilité. Donc déjà, le PIB étant un mauvais indicateur, ce n'est pas un bon indicateur pour découpler. Il faudrait arriver à découpler le développement humain des émissions de CO2. Et ensuite, l'autre problème fondamental, c'est que, et ce n'est pas du tout expliqué dans la proposition de la Commission, c'est pas du tout travaillé ce concept de découplage, alors même qu'on a une grosse littérature sur la question, c'est que ce qu'on arrive à faire jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le découplage relatif. Le découplage relatif, c'est vous faites croître votre PIB, à supposer que ce soit ça votre objectif, une fois plus problématique que vous visiez, et vous faites baisser le taux de croissance de l'indicateur que vous voulez découpler, et non pas son volume. Autrement dit, vos émissions de CO2 continuent à augmenter avec votre PIB, mais elles augmentent moins vite que le PIB. Et vous dites, ah ça y est, c'est formidable, on a découplé. En fait, vous n'avez rien découplé du tout. Vous continuez à faire augmenter vos émissions de CO2, mais vous faites augmenter votre PIB plus vite que les émissions de CO2. De même, vous faites augmenter vos consommations de ressources naturelles en volume, vous en consommez chaque année plus, mais l'efficacité par rapport au PIB, elle, en
en revanche, va être plus forte. Donc vous allez dématérialiser relativement votre économie. La réalité, c'est que depuis 1990, on a augmenté 60% les émissions de CO2 dans le monde. Donc en fait, on a augmenté le PIB beaucoup plus vite, mais on s'en fiche complètement, puisqu'en fait, on va vers la catastrophe climatique. Et en fait, le PIB, la croissance, sert de paravent pour masquer le fait qu'en réalité, on ne réduit pas les émissions de CO2 ni les consommations de ressources naturelles. Quant aux ressources naturelles, on n'en a jamais autant consommé. C'est-à-dire que si vous regardez les chiffres qu'on a, on a 90 milliards de tonnes de ressources naturelles qui sont consommées chaque année. C'est 3 fois plus qu'en 1970, d'accord ? Et la soi-disant dématérialisation de la transition numérique ne fait en réalité qu'accélérer la consommation de ressources naturelles. Ça, c'est vraiment le grand truc à comprendre dans le découplage, c'est que ce qui masque complètement les choses, c'est qu'en fait, on n'est même plus dans un découplage relatif, on est maintenant dans un recouplage, dans une rematérialisation des systèmes économiques qui est même plus relative à cause du numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique ne tient pas du tout sa promesse de dématérialisation. En réalité, le numérique accélère absolument tous les flux physiques, les flux de transport, les flux de consommation, la pollution, etc. Donc la magie d'Amazon qui est vous appuyez et puis tout ça apparaît magiquement dans votre porte. Non, vous appuyez et à ce moment-là, vous avez des data centers qui consomment de l'énergie, des utilitaires qui polluent les villes, etc., etc., des cartons qui vont polluer absolument partout et évidemment sans parler du traitement social dans les entrepôts Amazon, des chauffeurs-livreurs, etc. Donc vous avez une double dégradation sociale et écologique du fait de la transition numérique. Ça, c'est un grand sujet qu'il faut travailler sur la question. C'est qu'en fait, la transition numérique devient un obstacle de plus en plus fort en fait, à la transition écologique. Pas du tout un moyen de l'accélérer. Donc, ce découplage qui vous est balancé comme ça dans le document de la Commission en disant c'est la recette, la baguette magique qui va permettre de faire en sorte que, etc., en fait, est hyper problématique et il faut complètement déconstruire ce concept-là. Et puis, troisième concept de l'économie circulaire, dont on discute en ce moment à l'Assemblée, le problème, c'est la taille de la boucle sur la circularité. C'est-à-dire la circularité au niveau micro, on est capable de la faire. Dès que vous montez en régime, en fait, il n'y a plus de circularité. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que, par exemple, vous avez donc une usine qui va être circulaire, mais en fait qui va utiliser dans une boucle beaucoup plus grande où elle va en fait externaliser ses déchets. Donc en fait, ce sera plus du tout circulaire au niveau de la nation et encore moins circulaire au niveau du monde. Donc en fait, l'idée de la circularité aujourd'hui est vraiment battue en brèche très largement dans la littérature académique comme une illusion. C'est-à-dire qu'en réalité, les flux, ce qui compte, c'est réduire les flux. C'est ça la transition écologique. Ce qui compte, c'est réduire les volumes. Il faut réduire les volumes. Il ne faut ni faire varier les prix uniquement, même si faire varier les prix est important. Moi, je suis un partisan de la taxe carbone, etc., même si elle est attaquée aujourd'hui, on pourra en parler, à condition qu'elle soit indexée sur les volumes. Mais il y a un débat sur quantité versus prix, où il y a beaucoup de gens qui disent en fait, on peut faire la transition écologique sans aucun instrument de prix. Ce qu'il faut, c'est des réglementations, etc. On peut tout à fait discuter de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut baisser les quantités maintenant. Il faut baisser les quantités, plus seulement relativement à la croissance, parce qu'en fait, c'est une illusion, cette idée de l'efficacité énergétique ou de l'efficacité matérielle ou de la productivité énergétique ou de la productivité matérielle, il faut vraiment faire baisser. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est un découplage absolu, non pas entre le PIB, donc il faut en fait, grosso modo, passer du découplage relatif entre le PIB et les dommages écologiques à un découplage absolu entre le bien-être humain et l'impact sur les écosystèmes. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus ambitieux comme objectif, mais c'est ça qu'il faut viser, en fait. Et tout le reste, ce sont des diversions par rapport à ça. Et l'économie circulaire, de ce point de vue-là, est une diversion, parce qu'en fait, pour faire marcher une économie circulaire, il faut des quantités croissantes de déchets. En fait, la matière, la nourriture de l'économie circulaire, c'est le déchet. Et donc, vous pouvez avoir des quantités croissantes de déchets avec des taux même croissant de recyclage à 30-40%, vous aurez quand même des dommages écologiques absolument colossaux. Et donc c'est totalement une illusion, et surtout si vous dites qu'on va faire baisser enfin les volumes à 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que dans l'intervalle, vous allez en fait détruire absolument tous les écosystèmes. Donc tout ça, ce sont ces stratégies. C'est 2040, la fin des emballages plastiques. Voilà, c'est ça. Donc dans l'intervalle, en fait, voilà. Et puis ensuite, il faut s'entendre sur la fin des emballages plastiques parce que c'est à usage unique. Donc on sent bien que l'industrie va travailler sur le fait que, en fait, c'est des usages qui peuvent être renouvelés. Enfin bref, donc en fait, c'est toujours l'idée de ralentir le moment où il va falloir vraiment faire les efforts. Et on est dans une stratégie vraiment de dilatoire de ce point de vue-là, du point de vue écologique. Donc voilà les problèmes en fait. Alors il y a néanmoins un concept, et après je m'arrêterai, qui est important dans la communication, c'est le concept de transition juste. Le concept de transition juste, vous savez peut-être, a émergé dans les années 90 sous la plume d'un syndicaliste américain qui s'appelle Tony Mazzocchi, qui a proposé qu'on aide socialement les travailleurs des énergies fossiles
dans la perspective d'une économie décarbonée. C'est-à-dire l'idée c'était, voilà, on sait qu'il va falloir faire une décarbonation de l'économie et on sait donc qu'il va falloir abandonner les secteurs fossiles et il y a des dizaines de milliers de gens qui travaillent là-dedans, qui n'ont rien demandé à personne et qui ne sont pas coupables du fait que le changement climatique arrive, même s'ils travaillent dans les énergies fossiles, ce n'est pas eux qui sont détenteurs du capital de ces industries, ils en profitent de façon modérée. D'ailleurs, leur santé est hyper exposée et donc ils payent en fait un prix personnel extrêmement fort pour ce travail des énergies fossiles. Et donc, il faut les aider socialement. Et donc, la transition juste, ça a été la première articulation au début des années 90 de la question sociale et de la question écologique. L'idée de dire, au fond, quand on fait une politique écologique, il faut aussi faire une politique sociale. Évidemment, aujourd'hui, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le monde a compris ça. Moi, j'ai publié il y a 10 ans un article qui s'appelait Écologie et inégalité. Il y a 10 ans, personne n'avait compris l'articulation entre écologie, inégalité, écologie, question sociale. Aujourd'hui, tout le monde est sur ce sujet-là parce que tout le monde comprend que c'est ça, en fait, l'idéologie progressiste du XXIe siècle. C'est comment faire une politique écologique qui soit, une transition écologique qui soit sociale. Donc, ce concept de transition juste est important pour ça. Le problème, c'est que dans la communication von der Leyen, il est limité à la question de aider socialement les travailleurs des énergies fossiles. C'est beaucoup plus que ça, la transition juste. Et moi, je pense que c'est un concept absolument majeur qui doit être au cœur de l'idée d'une proposition véritable de Green New Deal. C'est-à-dire qu'en fait, le Green New Deal est la première étape de la transition juste. Et donc, pour finir, je voudrais juste vous détailler la manière dont moi je vois la transition juste. Pour moi, la transition juste, c'est 3 choses. C'est définir pourquoi le monde dans lequel on est à la fois injuste et insoutenable, et donc pourquoi on veut en sortir. Définir le monde qu'on veut, qui soit juste et soutenable, ce qui suppose de sortir de la croissance, de se donner des nouveaux indicateurs, et construire un pont entre le monde qu'on ne veut plus et le monde qu'on voudrait. Et ce pont, ce sont des politiques et des institutions qui doivent elles-mêmes être justes. Des politiques de transition qui doivent être justes. D'accord ? Donc rapidement pour illustrer, c'est quoi le monde dans lequel nous sommes qui est à la fois injuste et insoutenable ? C'est le monde dans lequel les inégalités renforcent les crises écologiques et les crises écologiques renforcent les inégalités. D'accord ? Donc c'est précisément ça que je mettais en avant il y a 10 ans, cette articulation sociale écologique. Et donc là, il y a évidemment des choses très importantes à travailler, et notamment le concept émergent d'inégalité environnementale. Les inégalités environnementales, c'est la manière dont les communautés les plus socialement défavorisées sont exposées à tous les problèmes écologiques. La pollution de l'air, c'est vrai dans une ville comme Paris, à Marseille, à Lille, etc. On a des études précises là-dessus. À la question de l'adaptation au changement climatique. Donc tous les effets des crises écologiques frappent d'abord les plus vulnérables. Et donc il y a des inégalités environnementales fondamentales, et c'est évidemment la question de l'accès à l'eau, de l'accès à l'énergie. Bien sûr, les Gilets jaunes, c'est exactement ça, comment l'espace urbain a créé des nouvelles catégories de précaires sociaux du fait de cette configuration sociale écologique. L'accès à l'alimentation, qui est un grand sujet, la justice alimentaire, pas du tout travaillée en France, alors que c'est une question absolument majeure, évidemment en lien avec la santé humaine. Voilà, donc il y a une première partie qui est caractériser le fait que nous sommes dans un monde où les inégalités nourrissent les crises écologiques nourrissent les inégalités, et montrer comment on doit pouvoir en sortir en inventant une nouvelle justice, l'environnement étant la nouvelle frontière des inégalités, une nouvelle justice fondée sur cette idée des inégalités environnementales. La deuxième étape, qui est en un sens la troisième, qui est le monde que l'on veut, c'est les nouveaux indicateurs de bien-être, de résilience et de soutenabilité. Donc c'est sortir de la croissance. Il faut absolument sortir de la croissance. C'est le défaut le plus important de tout ce que propose la Commission européenne aujourd'hui, c'est que tout est mis sous l'égide de la croissance. Non, le Green New Deal n'est pas une nouvelle stratégie de croissance. Le Green New Deal est une stratégie de survie de l'humanité, de bien-être humain sous une contrainte écologique. Ça n'a rien à voir avec la question de la croissance, et si on reste sous l'égide de la croissance, on n'avancera rien, on n'avancera jamais dans cette direction. Ce sera ni New, ni Deal, ni Green. Ce sera rien du tout, ce sera juste la même vieille chose que l'on fait depuis que le PIB existe, depuis 60 ans, avec des dégâts sociaux et environnementaux colossaux, parce que le PIB est complètement aveugle sur la question des inégalités sociales, même sur le bien-être économique. La connexion emploi, pouvoir d'achat, croissance en France depuis 10 ans est inexistante. La question des retraites le montre aussi. Vous pouvez faire des hypothèses de croissance comme vous le voulez. De toute façon, les vrais choix sont des choix de justice, pas des choix de répartition, pas des choix de production. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée que pour changer, il faut, et donc ça veut dire au niveau européen, qu'il faut changer, réformer complètement le semestre européen en mettant comme indicateurs fondamentaux, non pas les indicateurs de discipline budgétaire en pourcentage de la croissance, qui est la manière dont l'Europe est gouvernée aujourd'hui. Elle est gouvernée par deux choses, qui est d'un côté la discipline et de l'autre la croissance. Ce sont des erreurs fondamentales qui tuent le projet européen. Donc il faut arriver à remettre de la coopération européenne, c'est-à-dire que là où il y a concurrence à mort
concurrence fiscale et sociale qui tue et asphyxie l'Union européenne, il faut qu'il y ait de la coopération. Donc il faut transformer la concurrence fiscale et sociale en une forme de coopération, ce qui veut dire s'accorder sur des standards fiscaux, sociaux, etc., pour convertir cette discipline et cette concurrence en véritable coopération. Et de l'autre, il faut du bien-être humain et pas de la croissance. Donc il faut viser les grandes questions fondamentales qui sont la santé, l'éducation, la préservation de la biodiversité, les écosystèmes, le changement climatique, et faire en sorte que le semestre européen, ce soit un moment où les États convergent vers ça. Or, aujourd'hui, ce que dit von der Leyen, c'est on garde le pacte de stabilité et de croissance. Si vous regardez le début de la proposition, et là aussi, ça n'a pas été commenté parce que ça n'a pas été encore vu, mais si vous regardez, elle expédie en 3 lignes la question des objectifs du développement durable en disant on va intégrer les objectifs du développement durable au pacte de stabilité et de croissance. Autrement dit, on va faire ce que l'Union européenne fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 mondes parallèles, un monde dans lequel les indicateurs économiques hardcore de discipline et de croissance gouvernent les économies européennes, et un monde complètement éthéré dans lequel on va vers des économies soutenables et de bien-être, etc. Mais on continue à gouverner exactement. Donc d'un côté, vous avez la Grèce, grosso modo, et de l'autre, vous avez les indicateurs d'Eurostat qui flottent dans les airs. Voilà. Et donc elle dit, on va essayer de faire un mix tranquille là-dessus, mais on garde le pacte de stabilité et de croissance. Si vous gardez le pacte de stabilité et de croissance, si vous gardez la discipline en pourcentage de la croissance comme ultima ratio de l'Union européenne, rien de ce qui est proposé en termes de transition écologique et sociale ne se fera en Europe. C'est aussi simple que ça. Il faut commencer par là. C'est pour ça que j'ai commencé par là. La question, c'est comprendre que l'objectif n'est pas la croissance. L'objectif, c'est la transition écologique et la justice sociale. Ce que moi j'appelle la transition sociale écologique. Voilà. Et c'est sous l'égide de ça qu'on doit mettre les choses. Et si vous mettez les choses sous l'égide de la croissance, absolument rien ne pourra émerger d'intéressant. Donc c'est fondamental de viser des fins justes. La croissance n'est pas juste. Elle n'est pas juste aujourd'hui. Elle ne mesure pas les inégalités. Elle n'est pas juste demain. Elle ne mesure rien des écosystèmes, biodiversité, changement climatique. Donc il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser au niveau européen, au niveau français de la même façon. L'expérience française de la loi SAS, etc. est un échec. Il faut complètement reprendre les choses et il faut mettre le budget français sous l'égide de nouveaux indicateurs de bien-être. Voilà. Et avoir des groupes de travail à l'Assemblée, au Sénat, qui mélange experts, citoyens, décideurs, etc., pour définir ce bien-être, machin, mais c'est un truc fondamental, sinon on n'avancera pas. Et ensuite, une fois que vous avez défini le monde que vous voulez plus et le monde que vous voulez, il faut construire des ponts entre les deux, et donc construire des politiques et des institutions justes. Et ça, évidemment, c'est la question de comment on fait une taxe carbone socialement juste. C'est parfaitement possible de le faire. Moi, j'ai fait des travaux qui montrent comment on peut, avec des critères sociaux, faire en sorte que la fiscalité carbone soit juste, faire en sorte que les réglementations environnementales soient justes, faire en sorte que les communautés les plus exposées soient également celles qui sont plus protégées. En Californie, la loi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dit on réserve 25% des financements pour les communautés les plus exposées aux pollutions, etc. Donc c'est parfaitement possible de flécher une partie des financements vers les communautés les plus vulnérables. C'est ça le sens du Green New Deal d'Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc, c'est regroupé sous une matrice, disons, que moi j'appelle l'État social écologique. L'État social écologique, c'est comment on métamorphose ce qui est aujourd'hui la politique sociale en une politique sociale écologique, comment on métamorphose l'État-providence en un État social écologique, en comprenant que toutes les questions écologiques sont des questions sociales, et en comprenant qu'à l'origine même de l'État-providence, en fait, il y a la conjonction déjà entre la création de l'écologie par Ernst Haeckel dans les années 1890 et la protection sociale par Bismarck en 1880. L'Allemagne est le lieu de convergence entre l'écologie et le social à la fin du 19e siècle parce que le capitalisme attaque également l'écologie et le social. Et donc en fait, dès le début de l'État-providence, on a déjà cette conjonction-là. Simplement aujourd'hui, il est évident que parmi les risques sociaux majeurs du 21e siècle, il y a les risques environnementaux. Il faut donc les mutualiser pour réduire les inégalités. C'est ça qu'on a fait avec l'État-providence. Et c'est pour ça que l'État-providence est l'institution la plus géniale de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle a permis, en réduisant la justice sociale, de permettre le développement humain. Donc en un sens, une efficacité permise par la justice, mais pas une efficacité sous la forme de la croissance, une efficacité sous la forme de la santé, l'éducation, etc. Il faut maintenant passer à l'étape supérieure qui est internaliser les crises écologiques et faire en sorte de les mutualiser pour réduire les inégalités sociales qu'elles vont engendrer. Voilà. Donc c'est ça les 3 étapes de la transition juste. C'est les inégalités environnementales, lutter ici et maintenant contre elles, c'est demain redéfinir nos finalités en sortant de la croissance et entre les deux, faire l'état social écologique qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc c'est tout ce que le Green New Deal n'est pas dans la proposition de von der Leyen parce qu'il ne pose pas ce Green New Deal tel qu'il est évoqué, enfin ce Green, je ne sais pas quoi, Green Deal. Il ne pose pas la question de la justice sociale et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il faut revenir aux sources de ce qu'était le New Deal, c'est-à-dire effectivement un pacte pour la justice sociale et certainement pas pour la croissance.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. Du coup, moi, j'ai des questions peut-être pour commencer sur les indicateurs. Avant de parler, à un moment, vous avez parlé d'indicateurs de bien-être sur lesquels il faudrait reconstruire des choses avant d'aller un peu plus loin dessus. Est-ce que, à votre avis, en France, on a un défaut déjà d'indicateurs sur la question de la justice environnementale, notamment aux États-Unis, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur alors, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais par exemple sur à quel point, par exemple, un noir américain respire un air qui est, je crois, 40 fois plus pollué qu'un blanc américain en moyenne. J'ai l'impression qu'il y a des statistiques qui sont beaucoup plus poussées sur cette question-là. Est-ce que nous, on a un défaut de connaissance dessus? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut développer pour déjà comprendre dans la partie plutôt sur le définir le monde qu'on ne veut pas? Est-ce qu'il y a des indicateurs dont on a besoin pour justement... avoir cette approche-là et avoir cette compréhension du monde qu'on ne veut pas aussi et de ce qui se passe actuellement, que ce soit en France ou en Europe? Absolument. On est très très en retard sur la question. De manière générale, l'Europe est en retard sur les États-Unis sur la justice environnementale. La justice environnementale, ça émerge aux États-Unis dans les années 80, dans les communautés africaines-américaines, dans la foulée de la lutte pour les droits civiques. C'est-à-dire que vous avez les héritiers de Martin Luther King qui, après Martin Luther King, pose la question sociale et économique. Luther King disait quel est l'intérêt de pouvoir rentrer effectivement dans un café et de lutter pendant 2 siècles pour pouvoir rentrer dans le café si vous ne pouvez pas vous payer le café en question. Donc après la question des droits civiques et des droits reconnus de pouvoir voter, de se déplacer dans l'espace public sans être martyrisé, etc., il y a la question économique qui est... Voilà. Et après la question économique, il y a bien sûr la question environnementale. Et donc la question environnementale, la question économique est posée par la lutte pour les droits civiques dans les années 70. La question environnementale, c'est les années 80. Les années 80, une communauté africaine-américaine qui se rend compte que tout simplement, il y a des sites toxiques qui sont installés à proximité de chez eux, bizarrement, et pas dans les quartiers favorisés, et avec des conséquences sanitaires évidemment dramatiques sur leurs enfants, etc., et qui commencent à demander justice, c'est-à-dire qu'on fasse les premières enquêtes, les indicateurs dont vous parlez. Donc le premier rapport systématique sur l'installation des sites dangereux aux États-Unis est fait dans les années 80 à la demande des communautés africaines-américaines, et on se rend compte qu'il y a une énorme injustice environnementale aux États-Unis et que vous avez en fait des communautés pauvres, non blanches, qui sont exposées massivement, beaucoup plus massivement que les communautés blanches, à ces problèmes environnementaux, et démarre à ce moment-là l'action pour la justice environnementale qui va culminer dans les années 90 avec le fait que le gouvernement fédéral, à l'époque sous Clinton, vote un décret qui oblige les agences fédérales à prendre en compte la question de la justice environnementale et qui oblige l'EPA, c'est-à-dire l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement qui a été créée en 72 sous Nixon. Nixon, plus grand président écologique de l'histoire des États-Unis, c'est vrai, parce qu'à l'époque c'était bipartisan. Mais oui, parce que le Congrès était bipartisan, donc Nixon a en fait comme particularité d'avoir été le président le plus vert des États-Unis. C'est sous Nixon que vous avez le Clean Air Act, le Clean Water Act, etc. Ça, c'est avant que Sanders arrive. Oui, ça c'est... enfin, Sanders, il n'est pas encore arrivé, mais bon. Mais donc voilà, bref. Et donc, les agences, l'EPA, etc., examinent à partir des années 90 la question de la justice environnementale. L'Europe, elle vient juste de s'y mettre. Le premier rapport officiel européen sur la question des inégalités environnementales date de l'année dernière. C'est l'Agence environnementale européenne qui, l'année dernière, publie le premier rapport sur l'exposition différentielle à la pollution, à la question du changement climatique, etc. Donc, si vous voulez, moi, ça fait, avec plein d'autres chercheurs, quasiment 10 ans qu'on milite pour qu'en France et dans l'Union européenne soit reconnue l'idée de justice environnementale, d'inégalité environnementale. Les définitions même ne sont pas là avant d'en arriver aux indicateurs. Les définitions, clairement, c'est-à-dire qui sont inscrites dans une loi, etc., ça n'existe pas en France aujourd'hui. Il n'y a pas de définition de l'inégalité ou de la justice environnementale. Et après, effectivement, bien sûr, il faut les mesurer. Et quand vous les mesurez, il y a des travaux. Il y en a dans l'Union européenne, beaucoup moins dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Il y a une énorme littérature aux États-Unis sur la justice environnementale. Dans l'Union européenne, elle commence. Moi, j'y ai contribué avec d'autres. Mais, je veux dire, ensuite, dans des papiers académiques. Mais quand vous les faites, les études, moi je travaille en ce moment sur la question de la pollution de l'air, vous voyez à quel point les inégalités environnementales sont extrêmement fortes. Sur la pollution de l'air, sur la pollution de l'eau, sur l'accès à l'alimentation, l'accès à l'énergie, etc. etc. Donc oui, bien sûr, pour répondre à votre question clairement, il y a un travail à faire en France de reconnaissance de l'inégalité environnementale et de la justice environnementale, de définition dans la loi de ce que ça signifie, d'inscription dans la loi de ce que ça signifie. Si vous regardez la charte de l'environnement, cette notion-là n'est pas présente. Donc dans le bloc de constitutionnalité français, ce qui permet aux juges de se prononcer, il n'y a pas cette notion-là. Et après, effectivement, moi j'avais proposé
dans un rapport officiel il y a 6 ans, qui m'avait été commandé par Cécile Duflot, sur la question des territoires, de mettre en avant cette question de justice environnementale et de dire il faut créer un centre, un observatoire des inégalités environnementales en France, qui mesure précisément tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir les conséquences sanitaires. Oui. Si vous voulez, les particules fines à Paris, quand vous regardez les cartes qu'a sorti la mairie de Paris sur les particules fines et les points noirs à Paris, où vous avez absolument la sociologie parisienne qui s'imprime sur la question écologique, avec tout le nord et l'est qui sont massivement exposés, et l'ouest et le sud qui sont massivement épargnés. On parle de particules 2,5, on parle de ce qu'il y a de plus dangereux en termes de particules fines. Toutes les études épidémiologiques qui sont faites aujourd'hui sur les particules fines sont de plus en plus alarmantes, non pas alarmistes, mais alarmantes, sur le fait qu'on en est compris maintenant aux nanoparticules à 0,1 qui vont attaquer le cerveau et pas seulement le système respiratoire. Et on sait qu'à Paris, on a, le long du périphérique, dans certains quartiers qui sont défavorisés, des populations massivement exposées et qui vont en payer le prix, qui commencent déjà à en payer le prix. Parce qu'attention, ce n'est pas des questions qui flottent dans les airs, même si ça flotte dans les airs, les particules fines. Une fois que ça rentre dans le corps humain, ça devient une question sociale. Parce que derrière ça, vous avez les maladies respiratoires, vous avez les maladies cardiovasculaires, vous avez les parcours éducatifs qui sont accidentés du fait des maladies respiratoires, des enfants qui n'arrivent pas à pouvoir avoir un parcours scolaire parce que, voilà, vous avez des enfants qui, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, développent des maladies incapacitantes, qui deviennent pauvres à cause de la pollution. Donc vous avez des boucles sociales écologiques négatives, mais qui sont parfaitement documentées dès la gestation. Vous avez des études américaines qui vous montrent que dès la gestation, dès la grossesse de la mère, si vous avez une mère qui est dans un quartier parce qu'elle est pauvre, qui est exposée à de la pollution, vous avez un enfant qui commence à développer dans le giron maternel des maladies qui vont se révéler ensuite, et vous avez une boucle, une perpétuation de la pauvreté par la pollution. Donc la boucle, ce que moi j'ai appelé les boucles sociales écologiques négatives, les inégalités destinales voilà. Donc ça, évidemment, si vous êtes soucieux de la justice sociale, vous comprenez tout de suite qu'il faut absolument le mesurer. La première chose, c'est le mesurer. Il faut le définir, le mesurer et l'atténuer. Bon, ces 3 étapes-là, on n'est même pas à la première. D'accord ? Donc il faut une grande loi sur la justice environnementale. Ensuite, il faut créer un centre, un observatoire académique sur les inégalités environnementales. Et après, il faut des mesures très strictes d'atténuation des inégalités environnementales. Et c'est sûr, une fois de plus, vous prenez ne serait-ce que l'air, l'eau, l'énergie, l'alimentation, ces 4 choses-là qui sont absolument vitales pour tout le monde. D'accord ? L'eau, l'air, l'alimentation et l'énergie. Vous pouvez avoir des travaux très très intéressants et qui les redéfinissent complètement, justement, qui amènent à l'état social écologique. Parce que pour faire des politiques publiques à partir de ça, oui, ça suppose de repenser les politiques sociales. Oui, et y compris, on est déjà en fait dans un système où quand on observe pour le coup une géographie par exemple de ville, on voit déjà que le prix par exemple des maisons, en fait les riches achètent déjà l'air pur. Oui. De fait en fait c'est... Et la protection par rapport au changement climatique, oui, bien sûr. Exactement, ouais. Exactement. Ok, et définition, vous auriez, vous l'avez peut-être... Oui, je l'ai fait, mais je vous l'enverrai si vous voulez. Avec plaisir. Ouais, okay. Je vous enverrai. C'est à partir de la théorie des capacités de Sen, c'est l'idée qu'une population ne doit pas supporter une part disproportionnée des dommages environnementaux, etc. Même si cette exposition résulte d'un choix, comme par exemple le fait d'habiter à proximité d'une centrale nucléaire. On peut dire que c'est un choix, mais en fait c'est un choix contraint par le prix du foncier. Voilà, donc c'est pas un choix en réalité. Voilà, mais c'est la question de la capacité de développement humain, donc l'impact des conditions environnementales d'existence sur les capacités de développement humain. Donc ça suppose d'adopter une théorie de la justice. Enfin voilà, mais je pourrais vous envoyer la définition parce que je trouve que j'ai fait des travaux là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Avec grand plaisir. D'accord, et puis si on vient donc aux indicateurs, donc ça c'est des indicateurs dont on aurait absolument besoin oui. Pour pouvoir mener des politiques publiques, et si on en arrive à la finalité des politiques publiques à redéfinir, donc sortir de la croissance, ouais. Indicateur de bien-être humain, ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus sur... L'indicateur pour moi fondamental du XXIe siècle, c'est la santé. Pour moi, s'il fallait résumer d'un mot ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que les travaux des économistes des inégalités, il faut leur rendre ce crédit, ont permis de, dessiller les yeux de tout le monde sur le fait que la croissance n'est pas la même chose que le progrès social. Ils ont réussi à montrer, parfois à leur corps défendant, des gens comme Piketty continuent largement à croire à la croissance, mais leurs travaux invalident la croissance. Donc en quelque sorte, ils ne croient pas complètement à leurs travaux. Mais la réalité, c'est que les travaux des économistes des inégalités ont réussi à désacraliser la croissance, en fait.
Et ça a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, et les premiers travaux sur les inégalités ont été faits, enfin sur les inégalités dans leur version contemporaine. Le premier papier de Piketty qui a vraiment fait énormément de bruit aux États-Unis, c'était 2003 dans l'American Economic Review. Et vous avez à ce moment-là quelqu'un qui arrive complètement à démystifier cette idée que la croissance, c'est, comme disait Kennedy, the tide that lifts all boats, donc la marée qui fait monter tous les navires. En réalité, plein de gens à partir de là sont convaincus que la croissance est un paravent et que la vraie question, c'est les inégalités. Sauf qu'ils s'arrêtent là. Et ils disent, ben voilà, on sort de la croissance pour arriver à la question des inégalités, parce que c'est ça la question, mais c'est des inégalités de revenus et de richesse. Ils ne sont pas encore au stade du bien-être. Et donc il faut maintenant franchir ce pas qui est de passer de la question des inégalités à la question du bien-être. Et l'indicateur clé pour moi, c'est la santé. Pourquoi ? Parce que la santé, c'est ce qui est à l'interface entre le bien-être et la soutenabilité environnementale. Tous les travaux, en fait, aujourd'hui, par exemple, si vous regardez ce que fait la commission du journal médical de Lancet, sur la question changement climatique et santé, le rapport est sorti il n'y a pas très longtemps, il vous montre que le changement climatique, c'est le plus grand défi sanitaire en fait, du XXIe siècle. C'est-à-dire que le changement climatique a le pouvoir de retourner complètement les 50 ans de progrès sanitaires qui ont été faits et qui sont absolument colossaux dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a plus progressé en matière de santé qu'au cours de toute l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on peut avoir dans la première moitié du XXIe siècle, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire le fait que tout soit balayé par les crises écologiques. Et donc la santé, c'est vraiment... Voilà. Mais au-delà de la santé, qu'est-ce qu'on a ? L'éducation. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a bien sûr la question du lien social. Si vous interrogez les gens... En fait, vous pouvez partir des enquêtes. Si vous faites des enquêtes de bien-être aujourd'hui, vous dites aux gens dans le monde quelle est la première dimension fondamentale de votre existence, ils vous diront la santé. Très massivement, la santé. Vous diriez, ah oui, mais donc c'est bien parce que toutes les politiques publiques sont orientées vers cet objectif. Non, elles ne sont pas orientées vers cet objectif. Il n'y a qu'à voir la manière dont on traite l'hôpital public en France. C'est des politiques antisanitaires. Ce n'est même pas des politiques qui promeuvent la santé, c'est des politiques qui la détruisent. Donc on est loin, très loin de prendre en compte ce que disent les gens. Il faut juste les écouter. Si vous dites aux gens, qu'est-ce qui est pour vous la dimension de votre bien-être la plus importante, ils vous répondront la santé. Et après, si vous demandez sur la question subjective de votre bonheur, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire la perception subjective que vous avez de votre bien-être, la première chose, c'est les liens sociaux. Devant la question du revenu, devant toute autre question, les liens sociaux. Donc rien que ça, réorienter entièrement nos politiques publiques avec deux objectifs qui seraient la santé d'un côté et les liens sociaux de l'autre, si vous voulez, ça changerait tout. Et vous pouvez dire, oui, mais en fait, c'est complètement utopiste, ça n'existe pas. Cette année, vous avez 4 pays, qui sont certes des petits pays, qui sont orientés dans cette voie-là. La Nouvelle-Zélande, en mai, qui vote le premier budget de bien-être de l'histoire. Well-being budget. Premier budget de bien-être. La priorité, c'est la santé des enfants, aussi bien physique que mentale. Vous imaginez un monde dans lequel on dit, la première priorité, c'est la santé des enfants. Et pourtant, vous imaginez ce monde et vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de plus universel au monde que la santé des enfants ? Tout le monde serait capable de se mettre d'accord là-dessus. L'indicateur de développement par excellence, c'est la santé des enfants. Bien sûr, puisque c'est eux qui annoncent l'avenir. Si vous avez des enfants comme aux États-Unis, vous avez des crises de diabète de type 2 absolument massives parmi les gens qui sont nés en 2000, dans les minorités ethniques, vous avez à peu près un enfant sur 2 qui est à peu près diabétique. Enfin, c'est absolument vertigineux. Vous avez évidemment des générations de gens qui seront, bien sûr, entre parenthèses aussi, improductifs, etc. Évidemment, quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas contribuer à l'économie. Mais surtout, ils seront malades et ils vont mourir de manière prématurée. Donc, vous vous rendez compte, si on disait la priorité fondamentale en France, c'est la santé des enfants. Et la santé des enfants prise y compris dans sa dimension d'inégalité. Ça changerait absolument tout. Donc si vous dites santé d'un côté, liens sociaux de l'autre, pour moi déjà, vous avez franchi une étape majeure dans le bien-être. Et une fois de plus, vous avez dépassé la révolution des inégalités. C'est-à-dire la révolution des inégalités, en un sens, elle tourne sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a réussi à démontrer qu'en effet, la question majeure, c'était les inégalités, pas la croissance, très bien, mais on est coincé sur l'idée de revenu-richesse, inégalité de revenu-richesse, et on ne sort pas de ça. Et y compris les économistes des inégalités, c'est frappant chez quelqu'un comme Branko Milanovic, mais c'est aussi frappant chez quelqu'un comme Thomas Piketty, en fait, n'arrivent pas à sortir de la croissance. Pour eux, en fait, ils restent dans l'idée qu'il y a un problème d'inégalité qui va être résolu par l'augmentation de la croissance. Ce qui est faux. Leurs travaux empiriques montrent que c'est faux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est sortir de ça, et après, évidemment, vous élargissez la focale, et vous tombez sur deux questions majeures, les institutions et les infrastructures. C'est-à-dire les institutions, c'est la confiance, etc. Enfin, il n'y a qu'à voir ce que c'est qu'une ville comme Paris, qui est censée être une ville civilisée, quand vous enlevez un réseau de transport. Vous voyez le chaos social que ça provoque et vous voyez la dégénérescence, littéralement, la dégénérescence civique.
C'est-à-dire que vous avez les règles élémentaires qui commencent à être oubliées, puis après les gens s'insultent, puis après ils en viennent aux mains, etc., etc. Et c'est juste un réseau de transport. On parle juste d'un réseau de transport. Vous avez les gens qui marchent sur les poussettes, les trottinettes sur les poussettes, les gens qui se poussent, qui donnent des coups de coude, parce que vous n'avez plus la canalisation des flux humains. Voilà. Donc voilà ce qui se passe dans un monde où vous enlevez les infrastructures, vous enlevez les institutions, vous avez ça, vous avez le chaos intégral qui peut arriver très très vite. Hein. C'est une très bonne expérience sur ce que peut faire le changement climatique à une ville. Vous imaginez une canicule, etc. C'est une très bonne expérience. Traverser Paris aujourd'hui, passer 1 heure, 1h30 à traverser Paris du nord au sud et à observer simplement la manière dont on régresse vers le chaos, c'est très intéressant comme expérience. De même que prendre le métro à Gare du Nord aujourd'hui à 8h30, c'est une des expériences les plus intéressantes sur le plan humain. Vous voyez vraiment à quoi ça tient, et ça ne tient pas à grand-chose. Donc les institutions et les infrastructures, voilà. Et puis après, évidemment, la biosphère. Donc c'est ça les 3 dimensions. Hein. S'il faut mesurer 3 choses, c'est ça. Hein. C'est la santé et les liens sociaux. Et dans les liens sociaux, il y a toute la question de la confiance et des inégalités, puisque la confiance, évidemment, va renforcer les liens sociaux, les inégalités vont la détruire. Les institutions et les infrastructures, et puis après la biosphère, c'est-à-dire la consommation de ressources naturelles, les crises écologiques, la biodiversité, les écosystèmes, le changement climatique. Tout ça, on a de très bons indicateurs. Moi, c'est ce que je montre dans mes travaux. Hein. Il y a des indicateurs pour tout ça. La question, c'est de les utiliser maintenant. L'objectif maintenant des indicateurs de bien-être, c'est plus critiquer la croissance d'un point de vue philosophique ou montrer qu'on a des indicateurs alternatifs. Ça a été fait depuis très longtemps. La critique philosophique de la croissance, c'est John Stuart Mill, c'est le milieu de la révolution industrielle. La construction des indicateurs alternatifs, c'est les années 70. Donc aujourd'hui, c'est comment les intégrer dans des politiques publiques. C'est ça le défi aujourd'hui. La question fondamentale, c'est ça. Et justement, ça, le Green New Deal pourrait en être l'occasion. Mais malheureusement, vous voyez bien que d'emblée, on dit c'est la nouvelle stratégie de croissance, et donc tout en découle. Et donc vous passez complètement à côté du sujet, en fait. C'est exactement ce que fait la Commission européenne. Elle passe exactement à côté du sujet parce qu'elle se place encore sous l'égide de cet indicateur de croissance. Et juste pour terminer sur les 4 pays, Nouvelle-Zélande, oui, vous pardon, avez donc dit. Nouvelle-Zélande, Finlande, qui donc fait du green budgeting sérieux, pas comme en France. En France, Bercy fait tout un truc sur on va passer au crible le budget français, etc. Ils vous disent il y a 25 milliards de dépenses qui sont défavorables à l'environnement. Et là-dessus, le gouvernement dit on va faire 100 millions de réduction de ces dépenses. Ok, donc on est très clairement passé à côté du sujet. Donc si on fait du green budgeting, c'est après il faut attaquer les 25 milliards de dépenses défavorables à l'environnement. Parce que sinon, c'est juste, vous avez démontré que le budget français était anti-environnemental. C'est bien de l'avoir démontré, et que ce soit Bercy qui l'ait fait est intéressant. Mais je veux dire, concrètement, on n'a pas avancé d'1 centimètre. Enfin, on a avancé d'1 demi-centimètre. Donc la Finlande, l'Islande et l'Écosse. Hein, les 4 pays, donc 4 petits pays, entre parenthèses, dirigés par des femmes, comme c'est bizarre. Nouvelle-Zélande, Finlande, Islande, Écosse. 4 pays qui en 2019, pour l'Islande et l'Écosse, c'était il y a quelques semaines, décident de, maintenant, on va shifter les choses vers le bien-être. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est fait, ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. On ne va pas sortir comme ça de ces procédures budgétaires sous l'égide de la croissance en 6 mois. Mais la direction est effectivement prise. Et la France, il serait quand même temps de se réveiller. Ok. L'autre chose qui est vraiment intéressante dans le Green New Deal, c'est la projection d'un avenir heureux quand même, parce que bon, il y a quand même l'angoisse que partagent notamment beaucoup de jeunes sur les rapports qui s'accumulent les uns après les autres et puis les effets de l'urgence écologique qui sont déjà là. Et donc le Green New Deal, ça permet aussi de projeter un imaginaire heureux, et ça je pense que c'est aussi important en termes de projet de société, avec 2 choses sur lesquelles je voulais vous interroger. La première, c'était la question de la décroissance matérielle et de la redéfinition collective. Tout à l'heure, vous avez dit sur le New Deal au départ qu'il y avait l'idée de restaurer la démocratie américaine. Ouais. Cette idée voilà, de comment on décide collectivement de ce qui est fait, des besoins qu'il y a, et donc je voulais vous entendre là-dessus. Et puis la deuxième des choses qui revient un peu à ce qui était dit tout à l'heure, ce que vous disiez sur, je voudrais bien que vous reveniez sur la taxe carbone sociale. Oui. Voilà. Alors, sur décroissance, croissance, moi je pense que ce débat nous a fait perdre 10 ans. C'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est ni en augmentant le PIB qu'on va résoudre la question du bien-être, ni en diminuant le PIB qu'on va résoudre la question du bien-être. Il faut sortir de l'échelle décroissance-croissance. Il faut trouver autre chose.
un nouveau référentiel qui est la question du bien-être. Ce qu'il faut viser, c'est le bien-être, la résilience, la soutenabilité. Le bien-être, c'est le caractère multidimensionnel de la richesse de l'existence humaine, pas de la richesse économique, la richesse de l'existence humaine, le développement humain, en comprenant que c'est ce développement humain qui permet la croissance et pas la croissance qui permet la richesse. C'est la richesse qui permet la croissance, la richesse humaine qui permet la croissance et pas la croissance qui permet la richesse. Vous voyez très bien ça au XXe siècle. Si vous prenez l'augmentation de l'éducation et de la santé, c'est beaucoup plus important que l'augmentation du revenu dans le développement humain. Donc en fait, c'est le développement humain qui a permis la croissance économique, et la croissance économique, c'est la mesure superficielle et totalement inintéressante de ce qui est véritablement de ce dont il faut prendre soin, c'est-à-dire le développement humain. Donc, bien-être aujourd'hui, avec caractère multidimensionnel, le revenu en fait partie, j'en ai besoin comme vous, mais ce n'est pas tout de l'existence humaine, et ce n'est certainement pas la dimension prioritaire quand on interroge les gens. Les gens seraient prêts à sacrifier du revenu pour de la santé et à sacrifier du revenu pour des liens sociaux, parce qu'il faut quand même comprendre ça, à condition de pouvoir en avoir, c'est toute la question. Ensuite, résilience, c'est-à-dire résistance au choc. On a un petit choc aujourd'hui qui est une fois de plus une grève. Vous voyez ce que ça fait dans une ville comme Paris. Maintenant, vous imaginez un choc qui est 15 jours de canicule. Et vous comprenez que la question fondamentale, ce n'est pas est-ce qu'on est bien aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sera bien dans 15 ou 20 ans, quand on aura l'été 2019 qui deviendra la norme. J'indique juste que l'été 2019, il y a eu 1500 morts. 1500 morts, c'est la troisième plus grave catastrophe naturelle en termes de bilan humain depuis 1900 en France. D'accord ? Donc personne n'en a parlé. C'est un choc colossal qu'on a subi, avec les températures maximales dans l'histoire atteintes à Paris, et donc là aussi un choc social écologique, avec bien sûr les vieux qui meurent prématurément massivement là-dedans. La canicule de 2003, c'était 15 000 morts, 90% des victimes avaient plus de 65 ans, et parmi les victimes qui avaient plus de 65 ans, là, le facteur décisif de décès, c'était l'isolement social, c'était le fait d'être isolé, etc., de ne pas avoir de liens sociaux. La question des liens sociaux, c'est ce qu'il y a de fondamental. Une fois de plus, prenez la grève, c'est un très bon cas, la grève. Sur qui vous pouvez compter ? Qui peut prendre vos enfants si la crèche est fermée ? Qui va vous permettre de vous transporter en voiture parce que tout est fermé, etc. C'est les liens sociaux, tout ça. Ça, c'est les liens sociaux. Ce n'est pas le revenu qui va vous acheter ça. C'est les liens sociaux. Si la nounou ne peut pas venir parce qu'elle habite à 20 km de Paris, elle ne viendra pas. Donc la question fondamentale, c'est les liens sociaux. Donc la résilience, avec la question des liens sociaux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encaisser les chocs sans complètement détruire le bien-être humain ? Et la soutenabilité, est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec la biosphère au lieu de continuer à la détruire aveuglément, sachant qu'en la détruisant, c'est nous que nous détruisons. L'écologie, ce n'est pas sauver la planète, c'est sauver l'hospitalité de la planète pour les humains, et c'est protéger les plus vulnérables des conséquences les plus graves des crises écologiques. Ce n'est pas sauver la planète. Donc voilà, donc moi c'est ça que je propose, c'est sortir du référentiel de ce débat qui va nulle part, de croissance-décroissance, bien-être, résilience, soutenabilité. C'est ça qui m'intéresse. Et dans cette question-là, il y a la réduction, mais pourquoi appeler ça décroissance ? C'est rester dans un imaginaire complètement daté. La réduction des volumes de ressources naturelles, de consommation de ressources naturelles, de flux de carbone, etc. La diminution des volumes. Voilà, c'est pas une décroissance, c'est diminuer les volumes. On ne parle pas d'une décroissance des émissions, on dit la baisse des émissions. Il faut baisser les émissions de 80%. Si vous restez dans cette idée de décroissance, au fond, vous restez dans l'idée du découplage, parce que ça va être décroissance, mais est-ce que c'est relatif, pas relatif, machin, etc. Non, c'est une baisse absolue des volumes de consommation de ressources naturelles et des dommages écologiques. C'est ça la question qu'il faut attendre. C'est une histoire de quantité. Donc, voilà. Ensuite, sur la question, donc j'espère avoir répondu là-dessus. Oui. Ouais. Sur la question, donc, taxe carbone sociale. Alors, on ne va pas se mentir, il y a un mouvement d'hostilité croissante à l'égard de la taxe carbone qui vient des États-Unis. Les partisans du Green New Deal aux États-Unis ne parlent pas de taxe carbone. Ils ne veulent pas en parler. Ocasio-Cortez n'en parle pas. Bernie Sanders ne veut pas en parler. Elisabeth Warren en parle à peine. Parce que la taxe carbone a très mauvaise presse aux États-Unis aujourd'hui, parce que les militants de Sunrise Coalition et d'un certain nombre d'autres associations disent en fait c'est un truc de riche la taxe carbone. La taxe carbone, c'est en fait permettre aux riches de continuer à pouvoir polluer s'ils peuvent se le payer. C'est ça l'idée. Okay, et donc, c'est un truc d'économiste, donc il faut s'en méfier. Bon, les gens ont parfaitement raison de ce point de vue-là, il faut se méfier des économistes. Et moi-même, je m'en méfie énormément. Et ensuite, c'est un truc de riche qui en fait permet, c'est un permis de polluer, en fait, ni plus ni moins, que seuls les riches vont pouvoir se payer. Et regardez les gilets jaunes, ça prouve bien que la taxe carbone, elle est par nature régressive. Quand vous voulez faire payer le coût social de l'énergie par rapport à son coût privé, c'est-à-dire l'externalité négative de pollution locale et globale du fait de la consommation de carbone, eh ben, c'est les pauvres qui vont payer le plus, et ça, il n'y a pas de moyen d'en sortir. Je suis à peu près opposé à tous ces arguments-là. Premièrement, la taxe carbone est très utile, il n'y a aucun
un instrument aujourd'hui dans une économie de marché plus efficace que le prix. Je suis désolé de le dire, mais c'est un instrument de coordination qui est extrêmement efficace. Le prix est extrêmement efficace. Augmenter le prix des choses, on a des exemples précis sur le tabac, voilà, il y a beaucoup d'exemples qui permettent de montrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser le prix seul, ça veut dire qu'il faut utiliser le prix d'abord en référence à la physique en amont et en référence à l'éthique en aval. Un prix dans une économie de marché où la démocratie est encore debout, c'est un prix politique. On parle d'un prix politique, on ne parle pas d'un prix de marché. Mais c'est un prix politique. C'est un instrument d'incitation gouverné par la démocratie et par la politique. Et donc, il faut que le prix soit relié en amont à la physique. Donc, il n'y a pas de prix optimal défini par les économistes. C'est ça le grand point de contestation des militants. Ils ont raison. Les économistes de l'environnement, du climat, comme des gens comme Bill Nordos, par exemple, qui a reçu le prix d'économie soi-disant Nobel, sont des gens dangereux parce qu'ils vous expliquent qu'il y a un prix optimal défini par les modèles économiques du carbone. Chez Nordos, le prix optimal conduit à des augmentations de température de 3,5 degrés à la fin du XXIe siècle. C'est-à-dire que le prix optimal pour les économistes, c'est un prix catastrophique pour les physiciens. Voilà. Donc l'économie ne peut pas s'imposer à la physique et on n'imposera pas par des modèles théoriques qui reposent sur rien avec des méthodologies complètement bidons de fausses réalités biophysiques. Donc il faut partir des réalités biophysiques. Il faut partir des travaux du GIEC, des réalités biophysiques et de la quantité d'émissions à réduire d'ici à 2050. Et cette quantité-là détermine un certain prix, parce qu'elle va déterminer un certain plafond d'émissions à ne pas dépasser, et ensuite un certain prix. Donc le prix doit être défini, ce qu'on appelle des prix ciblés, non pas des prix optimaux par des modèles théoriques sur le coût optimal de réduction des émissions, mais des prix correspondant à la vitesse observée des émissions par rapport à certains prix. Voilà. Et qui doivent être calés sur les travaux scientifiques et sur la physique. Donc c'est un prix qui découle en amont des travaux des climatologues. Et en aval, le prix doit être juste. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le juste prix en rapport avec la physique. Et ensuite, ça doit être un prix juste en aval, c'est-à-dire qu'il doit être socialement différencié, avec des compensations sociales. Sur deux critères, il y a deux types d'inégalités que définit une politique climatique. C'est des inégalités verticales entre les déciles de revenus de la population et des inégalités horizontales au sein d'un même décile entre des gens qui n'habitent pas le même endroit. Vous pouvez avoir des gens qui sont dans le deuxième décile, relativement pauvres, mais qui vont être moins affectés que des gens qui sont dans le cinquième décile, relativement riches, parce que, par exemple, ils habitent dans le centre de Paris et qu'ils ont réussi à garder un logement dans le centre de Paris, ou en tout cas pas trop loin. Et donc, ils ont un réseau de transport dense, donc ils utilisent beaucoup moins la voiture. À Paris, c'est la ville qui, comme vous le savez en France, a le moins d'utilisateurs de voitures en proportion de la population de toute la France. Bon, parce qu'on a un réseau de transport, quand il fonctionne, qui est efficace et dense. D'accord ? Un des plus denses, à vrai dire, du monde. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent Paris, c'est une ville arriérée. Regardez les États-Unis. Oui, le métro de New York tombe en ruine. Donc, si vous voulez, le métro de Paris est en train d'être rénové. Bon, donc, on voit quand même que c'est pas exactement les mêmes priorités en termes d'infrastructure publique. Mais bref, donc il y a deux types d'inégalités. Inégalité verticale, les plus pauvres consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Donc, ils vont être plus affectés par l'augmentation. Il faut les compenser socialement. Et les inégalités horizontales, qui est qu'à l'intérieur même d'un décile de revenus, vous avez des gens qui habitent dans le centre, en périphérie, en zone rurale, etc. Il faut un gradient de taxation par rapport à ça. Est-ce que c'est impossible à faire ? Pas du tout. Nous, on a réussi à faire un modèle avec une collègue qui montre parfaitement qu'on peut avoir une taxe carbone qui soit efficace écologiquement, à 55 € la tonne de CO2, donc l'augmentation que le gouvernement a refusée, et qui soit juste socialement, avec une majorité de Français Compensé gagnants. Comment, du coup ? Compensé avec des remises forfaitaires, etc., type chèque énergie. En 2009, il y a 10 ans, la taxe carbone qui était proposée il y a 10 ans, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, elle était progressive pour les 3 premiers déciles de revenus de la population. Il y avait des compensations sociales sur la base du revenu et de la localisation, d'accord ? Et pour les 3 premiers déciles de revenus, on redistribuait de l'argent aux gens. C'est-à-dire que vous avez une taxe carbone qui corrige les inégalités sociales. Non seulement qui n'en crée pas, mais qui les corrige. C'est-à-dire qui arrive à corriger des inégalités sociales de revenus, enfin fondées sur le revenu aujourd'hui. Vous avez une certaine distribution du revenu qui est inégale, la taxe carbone va redistribuer aux plus pauvres. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'il y ait des mécanismes de compensation sociale. Sinon, elle fera l'inverse, elle sera régressive. Des mécanismes de compensation sociale. Et puis, une autre question quand même, qui était quand même beaucoup portée par les Gilets jaunes, c'est la question de la situation constante, en fait.
la question des services publics, du temps pour aller au service public, la question des transports collectifs, bien sûr. la question des salaires, donc qui vont le met dans une chose plus large, et aussi la question des plus gros pollueurs qui, eux, sont exemptés ou alors payent très peu cette taxe carbone aujourd'hui. Alors ça, c'est un autre problème et un autre argument qui est mobilisé contre la taxe carbone, qui est de dire 50%, 60% des émissions en Europe, du fait des plus grands pollueurs, sont prises en compte par le UETS, c'est-à-dire le marché du carbone européen, où le prix du carbone est en réalité très faible parce qu'il ne fonctionne pas bien du tout, où il va relativement peu augmenter, et où donc vous avez 60% des émissions qu'on appelle centralisées, qui sont le fait des plus gros pollueurs, des plus grandes usines, etc., des plus grands secteurs type ciment et compagnie, qui en fait sont largement exonérés de prix. Et pour les émissions dites diffuses, donc environ 50%, on va simplifier, des émissions en Europe, là par contre on met des taxes carbone qui sont importantes. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait accompagner, mais ça aussi on le dit dans le papier et ça peut parfaitement être fait, l'introduction d'une taxe carbone au niveau national, d'une réforme du marché du carbone européen qui permette d'avoir un vrai prix du carbone. Voilà. Mais l'idée de dire, par définition, le prix du carbone est 1, inutile, on peut faire ça par des réglementations, et 2, injuste, c'est forcément socialement, et 3, déconnecté des réalités physiques, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut parfaitement contester ces arguments-là, et en tant qu'économiste, j'ai l'idée que le marché n'est pas tout, mais nous sommes dans des économies de marché jusqu'à plus ample informé, et dans les économies de marché, le prix a une importance extrêmement grande. Le prix n'est pas tout, mais il fait beaucoup, et surtout, il ne faut pas raisonner en termes de substituabilité, il faut raisonner en termes de complémentarité. Ce n'est pas parce qu'on fait une taxe carbone qu'on ne fait pas des réglementations environnementales. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On fait tout ensemble. Parce qu'on a besoin du maximum d'assurance pour atteindre nos objectifs. On ne sait pas si les réglementations environnementales vont réussir. D'abord, on ne sait pas si on va réussir à les passer, parce qu'au niveau des lobbies, etc., les gens qui disent « Ah ouais, c'est facile, on va mettre des réglementations environnementales ». Je veux dire, accrochez-vous au Parlement européen, à l'Assemblée, pour mettre des réglementations environnementales. Regardez la levée de bouclier que vous avez en face. C'est plus facile de faire des prix que des réglementations environnementales du point de vue de l'économie politique. Du point de vue des gens que vous avez en face de vous, c'est plus facile de mettre des prix que de mettre des réglementations environnementales. Donc, non, c'est pas facile de les passer. Et 2, même si elles étaient passées, elles ne nous garantissent pas forcément d'être indexées sur les objectifs climatiques qu'on veut. Et donc, pourquoi pas utiliser les prix avec ? Voilà, il faut utiliser tous les instruments qu'on a à notre disposition, et le prix en fait partie. Non, mais ça, c'est hyper intéressant. Après, ça pose des questions de méthode là, qui sont un débat assez large. Ouais. Là, il y a un rapport récent qui montre que face à l'urgence écologique, il y a à peu près un quart des changements qui doivent être de l'ordre individuel et 3/4, en tout cas dans les premiers changements à faire, qui sont d'ordre collectif et structurel. Et donc il y a une question sur comment le rapport de force, c'est exactement ce que vous disiez à l'instant sur l'Assemblée, l'Europe, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait une nouvelle coopération européenne, c'est des choses sur lesquelles pour l'instant l'Union européenne il n'y a jamais eu d'harmonisation au niveau européen, à part vers le bas, mais on n'a pas... Il y a eu une harmonisation qui est le marché du carbone. En un sens, c'est une harmonisation. Oui, d'ailleurs, ce qui a été corrigé par d'autres marchés derrière, peut-être. Non, mais surtout qui est très inefficace. Enfin, je veux dire, qui a permis, soyons honnêtes, si on regarde techniquement le marché du carbone, ça a permis de réduire les émissions pour les industries qui sont comprises dedans. Le problème, c'est que ça s'est fait à un prix du carbone beaucoup trop faible. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait... il y a beaucoup de gens qui disent, si vous regardez uniquement les quantités, les émissions ont bien décru selon les objectifs. Bon, on se rend compte aujourd'hui que même si l'Union européenne, là aussi il faut être juste, est la région du monde qui a le mieux atteint et respecté ses ambitions climatiques, il faut quand même le dire, évidemment c'est trop faible par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire que les institutions européennes reconnaissent elles-mêmes qu'elles ne vont pas atteindre leurs propres objectifs. On ne va pas atteindre le moins 40% en 2030 et donc certainement pas le moins 80%. Voilà. On a atteint le moins 20% en 2020. On est les seuls à l'avoir fait, il faut quand même le dire. Voilà. Mais simplement les instruments qu'on a, le marché du carbone c'est le plus important au monde, les taxes environnementales c'est les plus fortes au monde, les réglementations environnementales c'est parmi les plus fortes au monde, elles ne sont pas assez fortes encore pour atteindre l'objectif. Mais on est très au-delà des États-Unis, très au-delà de la Chine, très au-delà des autres grands. Voilà, donc c'est aussi, il faut quand même. Voilà. Sur la question individuelle versus collectif, moi je ne crois pas vraiment à cette division. In fine, tout dépend des gestes individuels. La question c'est à quels signaux vous répondez. Je vois très bien le point de dire il y a des trucs qui dépendent de l'individuel, des trucs qui dépendent du collectif. Non, tout dépend in fine de ce que feront les individus. Mais il y a des comportements individuels qui sont déterminés par des attitudes individuelles et des comportements individuels qui sont déterminés par des comportements, c'est-à-dire des réponses à des politiques publiques.
Mais c'est toujours l'individu. Mais c'est l'individu qui soit décide, parce que moralement il le décide, que par exemple il ne veut pas de voiture, parce qu'il refuse d'avoir une voiture, parce qu'il pense qu'avoir une voiture n'est pas intéressant dans la vie, contrairement à la mythologie des années 50, ça va être une question d'attitude, de valeur. Et il y a la question de l'individu qui dit qu'il ne veut pas de voiture parce qu'on lui propose des alternatives comme les transports en commun, le vélo, etc. Et ça, c'est des questions de comportement, c'est-à-dire de réponse à des politiques publiques. Et vous voyez, in fine, c'est toujours l'individu. Oui, mais, Okay. Mais la question des politiques publiques, Voilà. elle est hyper importante Ouais, dedans. voilà. Parce mais que... je préférais qu'on parle de division entre attitude et comportement, plutôt que gestes individuels, parce que ça laisse l'idée que les gestes individuels, c'est vous coupez l'eau quand vous brossez les dents ou vous prenez qu'une douche par semaine. Non, c'est pas ça les gestes individuels. Non, mais Voilà. oui, mais c'est aussi... Enfin, bon, non, mais j'entends Ouais. la distinction. Après, c'est aussi une réponse à concrètement Oui. la politique écologiste qui est faite actuellement, Voilà. notamment en France. Moi, ce que j'appelle la privatisation de l'écologie. On remet plein de choses. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'Emmanuel Macron au tout début de son mandat, où il est à l'Élysée et puis il dit moi aussi j'éteins la lumière et là ça dézoome sur l'Élysée et l'Élysée devient noir. Enfin, je veux dire ça, cette écologie-là, c'est fini quoi. Je veux dire c'est. Mais il avait éteint inconsciemment la lumière. Il n'avait pas fait un truc où la lumière s'était éteinte quand il était en train de parler. Ah, peut-être. C'était- Et peut-être un autre point qui me semble intéressant, tout à l'heure on a parlé de pollution exportée, qui est un point très important dans les calculs qui en sont faits, Bien sûr. et puis aussi dans la question de la relocalisation, parce que au moment où on va devoir relocaliser, il va falloir aussi qu'on reprenne vraiment les impacts environnementaux des activités qui sont faites. Est-ce que là-dessus vous avez peut-être des... Le truc fondamental à comprendre, c'est qu'en fait, et ça c'est vraiment le problème des négociations climatiques. Les négociations climatiques aujourd'hui, elles sont vraiment un peu désespérantes parce qu'on rate les mauvais objectifs. On a des mauvais objectifs et on les rate. Les mauvais objectifs qu'on a, c'est que si vous regardez ce qui se passe à la COP25, on négocie sur des émissions en production, ce qu'on appelle les émissions territoriales. C'est-à-dire que la France, au sein de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est un accord de bulle dans les accords climatiques, donc ils négocient ensemble, négocie sur les émissions qui sont faites en France. Et dit, par exemple, depuis 1990, la date de référence du calcul des émissions, on a baissé nos émissions de 10, 12, 15% à peu près. Donc ça prouve bien qu'on a fait des politiques climatiques, etc. Sauf qu'évidemment, les émissions en production, elles ont grosso modo augmenté en fait à peu près inversement proportionnellement à la baisse des émissions en production. C'est-à-dire en fait on a augmenté nos émissions en consommation parce que les émissions, vous pouvez les compter de deux manières. Soit vous comptez ce qui est fait sur un territoire, c'est les émissions territoriales, soit vous comptez les émissions qui sont incorporées dans les biens qui sont consommés. C'est les émissions de production. Et si vous faites ça pour l'Union européenne, vous voyez qu'il y a un écart absolument considérable. Et d'ailleurs, l'écart en Europe est plus important qu'ailleurs dans le monde. L'Europe est un continent qui est hyper dépendant. C'est quelque chose qu'il faut signaler dans une proposition de Green New Deal, c'est que la dépendance écologique de l'Europe est quelque chose de fondamental sur le carbone, sur l'eau, tous les flux, ce qu'on appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau incorporée dans les biens et services. Vous avez de l'eau qui est l'eau que vous consommez, et puis vous avez de l'eau que vous consommez sans le savoir, qui est par exemple que pour faire du thé, vous avez besoin d'eau pour faire que le thé infuse, et vous avez besoin de à peu près 10 à 15 fois plus d'eau pour faire les feuilles de thé qui ont été faites ailleurs dans le monde et que vous avez importé. Donc quand vous importez un sachet de thé, vous importez de l'eau virtuelle. Et si vous prenez tous les flux cachés qui permettent le développement économique en Europe, en fait, énormément dépendent d'extractions qui sont faites ailleurs et donc de dommages écologiques qui sont infligés à d'autres pays pour, en quelque sorte, financer le développement européen. Et c'est un problème géopolitique en termes de dépendance, évidemment sur les énergies fossiles, gaz russe et compagnie. C'est un problème d'impact écologique partout sur la planète, en Asie, en Afrique, dont l'Europe est responsable, indirectement, mais dont elle est responsable. Et c'est un problème de comptabilité. Donc les indicateurs qu'il faut, par exemple, sur les émissions, bien sûr, c'est les émissions, il faut compter les émissions en consommation. D'accord ? Il faut les compter en consommation et pas en production, pour voir exactement. Et la différence pour la France est colossale. C'est une différence de 30 à 40% entre les émissions de production et de consommation. C'est-à-dire par habitant, si vous prenez les tonnes de CO2 en production, ça doit être, 8, 7, 8. Et si vous prenez en consommation, ça doit être 11, 12. Enfin, c'est de cet ordre-là. Donc c'est vraiment quelque chose de voilà. Donc les indicateurs, il faut les compter de manière précisément. Et c'est tout le problème de la transition numérique. C'est que la transition numérique dématérialise, elle déréalise et elle est vraiment un paravent qui empêche de voir la réalité des choses. C'est pour ça que l'image d'Amazon est vraiment parlante.
Mais en fait, derrière Amazon, il y a le fait que vous pouvez y compris commander des choses qui sont littéralement à l'autre bout du monde. C'est pas seulement qu'il y aura des entrepôts qui vont les amener, c'est qu'y compris, il y aura des entrepôts en Asie qui vont vous sortir la boîte, machin, avec des gens qui vont porter 3 tonnes de marchandises par jour, qui vont avoir le dos brisé. Donc vous ne voyez pas le coût social, vous ne voyez pas le coût écologique. L'avion l'amène dans un entrepôt, machin, à la périphérie de Paris. Là, à nouveau, vous allez casser le dos de quelqu'un pour vous faire amener votre truc. Et ensuite, vous allez avoir le poids lourd et après l'utilitaire et après le déchet, machin. Et ce que vous payez, c'est Prime, c'est-à-dire, en fait, Prime, c'est vraiment la cape d'invisibilité. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le coût social et pas le coût écologique. En fait, le but, c'est d'avoir des indicateurs qui rendent visible ça. Qui rendent visible, non pas la chaîne de production Global Supply Chain, mais la chaîne de souffrance globale. Voilà. C'est-à-dire que la souffrance à la fois sociale et écologique. Et ce qu'il faut rendre apparent, ce n'est pas la chaîne de production globale, c'est la chaîne de souffrance globale. C'est-à-dire de comprendre en fait, et là on en revient à la question attitude-comportement. Vos attitudes vont changer quand vous allez réaliser l'impact social et écologique de vos actions. Mais si vous êtes dans un monde où on veut les déréaliser, les dématérialiser, les rendre irréels, ce qui est fondamentalement le but de ces industries numériques, évidemment, vous ne changerez jamais, fondamentalement. Et vous allez continuer à surconsommer, etc., parce que vous n'aurez jamais l'idée de l'impact de ce que vous faites. Donc il y a aussi un enjeu très fort sur le changement des attitudes, qui est de... Voilà, et vous interrogez les étudiants aujourd'hui, moi j'interroge les étudiants, évidemment aux États-Unis, mais en France aussi, combien utilisent Amazon Prime ? 80-90%. Combien sont conscients du coût social et écologique de ce que ça représente ? Aucun, parce qu'ils n'ont pas les indicateurs, ils ne les voient pas. Donc il y a un travail d'information là qui est très important à faire, et ça se fait par les indicateurs. Et la sensibilisation et l'information, c'est une politique écologique. Il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas juste informer les gens, c'est une vraie politique écologique. Parce qu'une fois que vous avez changé les attitudes de quelqu'un, vous les avez changées durablement, généralement pour la vie. Une fois que quelqu'un a décidé qu'il n'aura pas de voiture, il n'aura pas de voiture. Voilà. Il préférera marcher plutôt que d'en avoir une. Donc changer les attitudes, c'est plus important encore que de changer les comportements. C'est pour ça que je vous disais individuellement, attention à l'idée geste individuel versus politique, parce que ce que l'individu décide, si vous arrivez à convaincre quelqu'un de changer ses attitudes, vous le faites pour 40, 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort qu'un changement de comportement. Et un changement de comportement, c'est subi. Si vous changez le prix du carbone en France et que les gens sont obligés de payer plus cher, etc., ils le feront parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils ne le feront pas parce qu'ils le veulent. Or, ce qu'on veut arriver à faire au bout d'un moment, c'est que les gens le souhaitent. Vous disiez, il faut aller vers un avenir qui soit heureux. En tout cas, vers un avenir qui soit choisi. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ont le sentiment qu'on va vers des destins qui sont de moins en moins choisis et qu'on œuvre collectivement à des sociétés qu'on réprouve tous individuellement. Oui. Oui. Et donc le gros problème, c'est comment retrouver des sociétés qui correspondent en fait à nos désirs les plus profonds. Les gens veulent fondamentalement des sociétés dans lesquelles il y a du lien social, la préservation des écosystèmes, etc. Mais malheureusement, les mécanismes de coordination font que tous ces choix individuels sont annulés et convergent vers des sociétés que personne ne veut en réalité. Et donc la question, c'est comment retrouver des avenirs qui sont choisis, vraiment choisis, et choisis démocratiquement, bien sûr. Donc voilà, c'est... Oui, c'était tout l'exemple de la Grèce avant que... au tout départ de Tsipras, où il disait qu'il y a une différence entre l'austérité qu'on subit et puis la sobriété choisie. Bien sûr. Et c'est tout l'exemple autour de ça. Et petite dernière question, Joker, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas réfléchi à ça, mais le Green New Deal, ça renvoie à un imaginaire états-unien dont on a parlé, oui. dont vous avez parlé au tout début. Qu'est-ce qui renverrait à un imaginaire ? Je pense que c'est important de garder le mot Green New Deal parce que ça permet d'avoir cet aspect international qui est très important. Est-ce qu'il y a des choses qui renvoient aussi pour vous au niveau français à une époque comme ça Est-ce que c'est des réflexions que nous on a aussi de savoir, voilà, est-ce qu'on garde que ce terme-là ? Est-ce que vous le verrez dans la première phase de la... On va reprendre des choses avec ce que vous nous avez dit, mais de la proposition de résolution. On a pensé au CNR, au Front populaire. Voilà, on a différentes idées comme ça. Est-ce que si vous avez des... Alors, il y a un peu deux questions dans votre question. Il y a la première question qui est, parce qu'il y a un niveau européen, donc il y a une question qui serait, est-ce qu'on peut faire résonner ça avec des idéaux européens plutôt qu'américains, d'accord ? Déjà, puisque désormais le New est libre, c'est déjà bien d'avoir Green New Deal, puisque l'Europe déjà est sur le Green Deal. Donc dire il y a un Green Deal et un Green New Deal, ça fait quand même une sacrée différence. C'est qu'il y en a un qui a l'air de ne pas être si nouveau que ça, et l'autre qui a l'air d'être nouveau. Donc déjà, c'est bien. Ensuite, est-ce que c'est
fondamentalement européen ou américain, moi je dirais que le projet de justice sociale, c'est ce que je disais en commençant. On avait 50 ans d'avance à l'époque en Europe. Le New Deal, le premier New Deal, c'est nous qui l'avons inventé. Le New Deal, c'est l'État-providence. C'est ça le New Deal. Le New Deal de Roosevelt, c'est comment transposer un idéal qui est un idéal européen au plan américain. Mais les Américains le font avec 50 ans de retard sur l'Europe. Le New Deal initial, c'est nous qui l'avons proposé. C'est nous qui l'avons proposé avec l'idée de l'État-providence, de la sécurité sociale, etc., qui vient après, mais ça commence en 1880, et en France, ça commence en 1898. Hein. La première loi de l'État-providence français, c'est la loi sur les accidents du travail, et c'est 1898. Le mot pour ça, que l'Amérique n'a pas, c'est solidarité. Pour moi, le mot français qui résonne le plus, c'est le mot de solidarité. Voilà, il faut arriver à trouver quelque chose qui résonne avec cette idée de solidarité, parce que ça, c'est spécifiquement français, et c'est aussi un peu européen, ça existe en italien, ça existe dans d'autres langues, mais solidarité, ça, c'est quelque chose que les Américains n'ont pas. Voilà. Et ensuite, la question qui a bouleversé le monde, c'est la question de la révolution. Ce que font les Français, c'est la révolution. Donc s'il y a un autre mot qui doit résonner avec cette idée de quelque chose de nouveau, fondamentalement nouveau, c'est cette idée de la révolution. Voilà. Parler de révolution écologique, c'est effectivement fort comme terme. Voilà. Mais d'une révolution écologique qui soit solidaire, évidemment, là, ça induit... voilà. Donc si je devais traduire Green New Deal en français, je dirais révolution écologique solidaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est un grand merci. Merci à vous et bon travail. Merci.